Il y a des mots que personne ne veut entendre. Parmi eux, il y en a un qui fait instantanément basculer une vie entière dans une autre réalité. Cancer. Ce mot ne touche pas seulement une personne, il frappe une famille, un entourage, des projets, une paix intérieure, une vision de l'avenir. Il change la façon dont on regarde son corps, son temps, sa santé, et parfois même le sens que l'on donne à sa vie. Presque tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché. Un parent, un ami, un conjoint, un collègue, quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui semblait en pleine forme, quelqu'un qui n'avait jamais fumé, quelqu'un qui faisait attention, quelqu'un qui croyait avoir encore le temps. Et c'est précisément ce qui rend ce sujet si bouleversant. Parce que le cancer ne donne pas toujours l'impression d'être juste, il ne semble pas toujours logique. Et plus on voit de personnes autour de soi être touchées, plus une pensée finit par s'installer. Est-ce vraiment inévitable ? C'est une question énorme, parce que si tout était inévitable, alors il ne resterait qu'à attendre. Mais si une partie du risque dépend réellement de ce qu'on fait tous les jours, alors tout change. Alors la vraie question n'est pas seulement « pourquoi tant de gens tombent malades ?» La vraie question, c'est aussi « qu'est-ce qui affaiblit le terrain sur le long terme et qu'est-ce qui peut au contraire le protéger ?» Quand on regarde de près certaines habitudes modernes, une idée ressort très clairement. Le corps ne s'abîme pas toujours à cause d'un seul grand choc. Il s'abîme souvent à cause d'une accumulation lente. Une série de petites agressions répétées, des aliments apparemment banals, des expositions qu'on normalise, des excès qu'on banalise, des carences qu'on sous-estime, des choses qu'on laisse entrer dans la vie quotidienne parce qu'elles sont devenues courantes, mais pas forcément saines. Et c'est là qu'il faut être très lucide, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent comme si la santé se jouait uniquement chez le médecin, au moment du dépistage, au moment du diagnostic, au moment du traitement. Mais la santé se joue bien avant cela. Elle se joue dans l'assiette, dans ce qu'on répète, dans ce qu'on évite, dans ce qu'on croit normal, dans ce qu'on accepte de boire, de manger, d'inhaler, de stocker, d'ignorer. Cette vidéo n'a donc pas pour but de vous faire peur, elle a pour but de vous réveiller. Parce qu'il existe des choses que beaucoup de gens continuent à faire alors qu'elles peuvent, sur la durée, affaiblir l'immunité, dérégler le métabolisme, augmenter l'inflammation, charger le foie, irriter les tissus ou exposer l'organisme à des substances dont on ferait mieux de se tenir loin. Le texte de départ avance même qu'en faisant les bons choix, il serait possible de réduire une partie significative du risque global. Alors aujourd'hui, on va reprendre ce thème en profondeur, pas avec des slogans, pas avec des phrases creuses, mais avec une idée simple. Si vous voulez vivre plus longtemps et en meilleure santé, il y a des choses qu'il faut absolument arrêter de banaliser. Et la première d'entre elles concerne ce que vous mettez dans votre corps tous les jours. Arrêtez de sous-estimer le pouvoir des aliments verts. Quand beaucoup de gens pensent à la prévention, ils pensent immédiatement à ce qu'il faut retirer. Moins de sucre, moins d'alcool, moins de produits transformés. Mais il faut aussi parler de ce qu'il faut ajouter. Et parmi les choses les plus importantes, il y a les végétaux naturellement verts, surtout les plus foncés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont associés à quelque chose de très particulier, la chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce pigment vert qui permet aux plantes de capter l'énergie lumineuse. Et dans l'approche développée ici, l'idée est que les végétaux riches en chlorophylle peuvent participer à un meilleur soutien de l'immunité et à une meilleure défense globale du corps. Le texte met notamment en avant un lien avec un risque plus faible de cancer du foie et insiste sur les légumes verts foncés ainsi que sur les crucifères. Ce point mérite qu'on s'y arrête, parce qu'aujourd'hui, énormément de personnes mangent trop peu de verdure réelle. Pas juste un peu de salade décorative, pas juste une feuille perdue dans un sandwich, mais une vraie quantité de légumes verts capables d'apporter des composés protecteurs au quotidien. Et ce manque a des conséquences.
Le corps ne se défend pas seulement avec des médicaments quand les choses vont mal. Il se construit aussi avec ce qu'on lui donne quand tout semble aller bien. Les légumes verts foncés, en particulier les crucifères, occupent une place très importante dans ce raisonnement. Le kale, le brocoli, les feuilles vertes concentrées, tout ce qui apporte de la chlorophylle, mais aussi des composés comme les précurseurs du sulforaphane, revient comme un pilier d'une alimentation plus protectrice. Le texte insiste même sur une fréquence régulière de consommation. Autrement dit, la prévention ne consiste pas seulement à ne pas faire d'erreurs. Elle consiste aussi à nourrir activement le terrain. Et c'est là que beaucoup de gens passent à côté de l'essentiel. Ils cherchent la pilule miracle, le complément miracle, le secret caché, la découverte extraordinaire, alors qu'ils ne mangent presque jamais assez de vrais aliments protecteurs. La vérité, c'est qu'une assiette trop pauvre en végétaux protecteurs finit par coûter quelque chose. Pas forcément immédiatement, pas forcément visiblement, mais sur 10, 20, 30 ans, la répétition compte. C'est pour cela qu'il faut arrêter de voir les légumes verts comme une obligation triste. Il faut commencer à les voir comme un investissement biologique. Chaque verre de smoothie bien conçu, chaque portion de crucifère, chaque habitude répétée, chaque apport réel en composés protecteurs. Ce n'est pas spectaculaire sur un jour, mais sur une vie entière, cela peut faire partie des grandes différences. Évitez les aliments moisis, vieux ou mal stockés. Il y a un autre danger que beaucoup de gens prennent trop à la légère, les moisissures alimentaires et les toxines qu'elles peuvent produire. Beaucoup de personnes pensent encore qu'il suffit de retirer la partie abîmée, de gratter un peu, de toaster, de chauffer, de cuire plus fort, et que tout ira bien. Mais certaines toxines ne disparaissent pas simplement parce qu'on chauffe l'aliment. Le texte insiste particulièrement sur les aflatoxines, produites par certaines moisissures, qui sont présentées comme fortement problématiques, notamment pour le foie. On les retrouve dans certains grains, céréales, maïs, pain, pâtisserie, barres granola, cacahuètes, fruits à coque et beurre d'oléagineux, en particulier quand les produits sont anciens, mal stockés ou issus d'environnements chauds et humides. Et là, il faut être très clair. Le danger n'est pas seulement le microbe vivant. Le danger, c'est aussi ce qu'il a déjà fabriqué. Une moisissure visible n'est souvent que la partie émergée du problème. Ce que vous voyez n'est pas toujours toute l'étendue de la contamination. Et certaines personnes se fient au fait qu'elles se sentent bien après pour croire qu'il n'y a pas de risque. Mais l'organisme peut payer plus tard ce qu'il tolère aujourd'hui. C'est cela, l'un des aspects les plus sournois de nombreuses expositions toxiques. Elles n'ont pas besoin de provoquer un drame immédiat pour être nuisibles. Il suffit qu'elles participent lentement à user le terrain. Le texte attire aussi l'attention sur les aliments pour animaux, notamment certains grains, qui peuvent eux-mêmes être contaminés, ce qui veut dire qu'une partie de l'exposition peut ensuite se retrouver, de manière concentrée, dans certains produits animaux, en particulier les abats et le lait. Autrement dit, le problème n'est pas seulement ce que vous voyez dans votre placard, c'est aussi toute la chaîne alimentaire. Cela doit vous apprendre au moins 3 choses. D'abord, ne stockez pas trop longtemps les grains, noix et farines sensibles. Ensuite, méfiez-vous des produits rances, flétris, moisis, décolorés ou douteux. Enfin, arrêtez de croire que la chaleur est partout. Ce n'est pas parce qu'un aliment a été grillé, toasté ou cuit qu'il est redevenu sain. Sur ce point, beaucoup de gens devraient être beaucoup plus exigeants qu'ils ne le sont. Parce que la santé du foie, et plus largement la santé métabolique, ne dépend pas seulement de ce qu'on ajoute à son quotidien. Elle dépend aussi de ce qu'on laisse entrer malgré les signaux évidents. Ne négligez pas le soleil, mais n'en abusez jamais. Le soleil est un sujet souvent mal compris. D'un côté, certaines personnes s'en méfient comme s'il était entièrement dangereux.
De l'autre, certaines s'y exposent n'importe comment, comme si le bronzage était forcément synonyme de santé. La réalité est plus fine. Dans l'approche développée ici, un peu de soleil au bon moment peut être bénéfique, notamment parce qu'il participe à la production de vitamine D et de mélatonine, deux éléments liés à l'immunité et au bon fonctionnement du corps. Le texte recommande surtout la lumière du matin avant 10 heures ou plus tard en fin d'après-midi après 16 heures. Cela veut dire quoi concrètement ? Que le soleil n'est pas l'ennemi, mais qu'il n'est pas non plus une excuse pour se brûler. Un peu d'exposition intelligente peut soutenir le terrain. Une exposition excessive peut au contraire devenir une agression. Et c'est précisément là que beaucoup de gens commettent l'erreur classique. Ils ne savent pas faire la différence entre recevoir un peu de lumière utile et abîmer leur peau. Évitez absolument les coups de soleil. Il faut le dire sans détour, le coup de soleil n'est pas un détail. Ce n'est pas juste une peau rouge qui passera, ce n'est pas une petite mésaventure estivale anodine. Le texte insiste au contraire sur le fait que le coup de soleil agit comme une forme d'agression immunitaire et qu'il est associé à un risque accru, notamment de mélanome, lorsque les expositions importantes surviennent dès l'enfance. Il met aussi en garde contre les cabines de bronzage, l'excès de rayonnement et l'idée selon laquelle rougir au soleil serait un signe de bonne santé. Rougir n'est pas un trophée. Brûler n'est pas naturel au sens rassurant du terme. Bronzer à l'excès n'est pas une preuve que vous prenez soin de vous. La peau a une mémoire, et ce que vous lui faites aujourd'hui peut peser bien plus tard. Ce point est particulièrement important pour les enfants, parce qu'un enfant ne décide pas seul de son exposition. Ce sont les adultes qui organisent ses habitudes, sa protection, la durée passée dehors, les heures, les vêtements, l'ombre, les limites. Protéger un enfant du coup de soleil, ce n'est pas être excessif, c'est être responsable. Et chez les adultes aussi, la logique reste la même. Recevoir un peu de soleil utile, oui. S'exposer jusqu'à brûler, non. Méfiez-vous des métaux lourds et de l'arsenic dans l'alimentation. Voici un sujet dont on parle trop peu, la contamination de certains aliments par des métaux lourds ou par l'arsenic. Le texte dénonce le fait que certaines substances clairement indésirables continuent à se retrouver dans des aliments courants, y compris dans des produits très répandus. Il présente cela comme une incohérence sanitaire majeure et en fait une des choses importantes à éviter dans une logique de prévention. Pourquoi ce point est-il aussi important ? Parce qu'encore une fois, le problème n'est pas toujours visible. Le produit peut avoir l'air propre. Le packaging peut être rassurant. Le marketing peut être impeccable. Mais ce n'est pas parce qu'un aliment est joliment vendu qu'il est chimiquement inoffensif. Et plus l'exposition est répétée, plus la vigilance devient nécessaire. Cela rappelle une chose fondamentale. La qualité d'un aliment ne se juge pas seulement à son goût, à sa couleur, à sa mode ou à son image. Elle se juge aussi à ce qu'il transporte sans que vous le voyiez. Ne faites pas des aliments fermentés très salés un symbole automatique de santé. Il existe aujourd'hui une fascination pour tout ce qui est fermenté. Pour beaucoup, dès qu'un aliment est fermenté, il devient automatiquement intéressant, presque thérapeutique. Mais cette vision est trop simpliste. Le texte adopte une position prudente, surtout vis-à-vis des aliments fermentés très salés, présentés comme associés à un risque plus élevé de cancer gastrique. Il mentionne aussi certains produits traditionnels, riches en sodium ou conservés d'une manière qui n'en fait pas forcément des aliments santé. Le vrai message ici est très utile. Tout ce qui est ancien, traditionnel ou tendance n'est pas automatiquement protecteur. La fermentation n'efface pas tout. Et si le produit final est très salé, très transformé ou lourdement conservé, il ne faut pas le sacraliser juste parce qu'il entre dans une mode nutritionnelle. L'idée proposée ici est d'ailleurs intéressante. Plutôt que de dépendre d'aliments fermentés salés comme si c'était la solution universelle,
il peut être plus intelligent de nourrir le microbiote avec ce qui lui profite vraiment au quotidien, à savoir des fibres et des aliments végétaux de qualité. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est souvent plus cohérent. Évitez l'alcool si votre objectif est vraiment la santé. Voici sans doute l'un des points les plus directs de tout le discours, l'alcool. Là-dessus, le message est sans ambiguïté. L'alcool est présenté comme un sous-produit toxique de fermentation, associé à une hausse du risque de plusieurs cancers, notamment du sein, mais aussi de la bouche, de l'estomac, de l'intestin et du foie. Le texte ajoute qu'il perturbe l'absorption et l'utilisation de nutriments essentiels comme la vitamine B1, avec un impact sur le métabolisme, l'immunité et le cerveau. Et ce qui rend ce sujet difficile, c'est que l'alcool est socialement normalisé. On le sert pour célébrer, pour se détendre, pour accompagner les repas, pour être adulte, pour faire comme tout le monde. Mais le fait qu'un comportement soit culturellement accepté ne le rend pas protecteur. C'est même parfois l'inverse. Le vrai paradoxe, c'est que beaucoup de personnes font très attention à des détails minimes dans leur alimentation, tout en continuant à avaler volontairement quelque chose qu'elles savent pourtant irritant, métaboliquement coûteux et inutile du point de vue de la santé. Si votre objectif réel, profond, honnête, c'est la longévité et la protection du terrain, alors il faut regarder l'alcool en face, sans romantisme. Pas comme un symbole, pas comme un rite, pas comme un plaisir sacré, mais comme une exposition. Et quand on le regarde comme cela, le choix devient beaucoup plus clair. Réduisez fortement la viande rouge. La viande rouge occupe aussi une place importante dans cette réflexion. Le texte la relie à un risque plus élevé, en particulier au niveau colorectal, en évoquant sa richesse en M et en composés jugés problématiques pour les tissus digestifs. Il met aussi en parallèle certaines habitudes alimentaires où la consommation importante de viande rouge coexiste avec davantage de cancers digestifs. Ici, le sujet n'est pas l'idéologie. Il n'est pas question d'être extrême ou dogmatique. La question est, que se passe-t-il quand un aliment devient trop fréquent, trop central, trop banalisé dans un environnement déjà chargé? Car la viande rouge n'arrive pas seule. Elle arrive souvent avec d'autres éléments, peu de fibres, peu de végétaux protecteurs, trop de cuisson agressive, trop de produits transformés, un terrain inflammatoire, un microbiote déséquilibré et un mode de vie déjà peu favorable. C'est donc l'ensemble qu'il faut regarder. Mais l'idée générale reste simple. Si vous voulez protéger votre terrain sur le long terme, la viande rouge ne devrait probablement pas occuper une place dominante et répétitive dans votre alimentation. Évitez les viandes transformées et les pseudo-solutions ultra transformées. Il faut aller encore plus loin avec les viandes transformées, comme les charcuteries. Le texte les critique à cause de leur teneur en nitrates et nitrites qui peuvent conduire à la formation de composés nocifs pour les tissus, notamment au niveau de l'estomac et du côlon. Il se montre également prudent vis-à-vis de certains substituts industriels ultra transformés destinés à imiter la viande. Voilà encore un point essentiel. Tout ce qui remplace un produit problématique n'est pas automatiquement sain. Il existe de faux progrès. Sortir d'un excès de viande pour aller vers un produit artificiel, surtransformé, chargé d'additifs, n'est pas forcément une victoire. La vraie amélioration consiste souvent à revenir vers des aliments plus simples, plus lisibles, plus complets. Moins de charcuterie, moins de produits emballés qui se vendent comme pratiques mais alourdissent le terrain. Moins de solutions nutritionnelles fabriquées pour ressembler à quelque chose sans en avoir la cohérence biologique. Filtrez votre eau. Dernier point majeur, l'eau. On oublie souvent que ce qu'on boit tous les jours peut devenir une voie d'exposition répétée à différents contaminants. Le texte met en avant l'intérêt d'un filtre à eau, en parlant notamment des nitrates, nitrites et autres substances pouvant se retrouver dans l'eau en raison du ruissellement agricole ou d'autres pollutions.
C'est un point d'une grande importance, parce que l'eau n'est pas occasionnelle, elle est quotidienne, elle traverse tout, elle entre dans le corps chaque jour. Donc, même un niveau modéré de contamination peut devenir significatif à force de répétition. Et cela nous ramène à la logique centrale de toute cette vidéo. Le danger ne vient pas seulement des grandes expositions spectaculaires, il vient aussi des petites expositions ordinaires, répétées, constantes, qui s'installent dans la vie sans qu'on y pense. Le vrai cœur du problème, l'immunité et le métabolisme. Au fond, tout ce thème repose sur une idée plus large. Le corps ne tombe pas seulement malade à cause d'un âge inscrit sur une carte d'identité. Il tombe malade quand son terrain biologique se dégrade. Le texte oppose très clairement l'âge chronologique à l'âge biologique et insiste sur le rôle du métabolisme et de l'immunité. Il soutient que beaucoup de maladies chroniques accélèrent le vieillissement biologique et que le mode de vie pèse lourdement dans cette dynamique. Cette idée mérite d'être retenue, parce qu'elle change complètement la façon de penser la longévité. Vieillir n'est pas seulement compter les années. Vieillir, c'est aussi voir comment votre terrain résiste, récupère, élimine, répare, s'adapte ou s'abîme. Et ce terrain dépend de ce que vous lui imposez ou de ce que vous lui épargnez. Chaque coup de soleil inutile, chaque verre d'alcool banalisé, chaque charcuterie présentée comme anodine, chaque produit moisi toléré, chaque manque de végétaux protecteurs, chaque exposition répétée à des contaminants évitables. Tout cela ne décide pas forcément seul de l'avenir, mais tout cela peut peser. Et inversement, chaque meilleure décision compte aussi. Chaque assiette plus verte, chaque exposition solaire mieux pensée, chaque choix plus simple, moins toxique, moins agressif, chaque habitude qui protège au lieu d'user. Alors, si l'on résume tout cela simplement, que faut-il surtout retenir ? Il faut retenir que la longévité ne se construit pas seulement avec ce qu'on prend, elle se construit aussi avec ce qu'on évite. Éviter les aliments moisis et les expositions aux aflatoxines, éviter les coups de soleil, éviter de normaliser l'alcool, éviter les viandes transformées, éviter certains contaminants comme les métaux lourds, l'arsenic ou l'eau de mauvaise qualité. Éviter de vivre comme si le corps pouvait tout encaisser sans jamais présenter l'addition. Et en parallèle, soutenir activement le terrain avec des végétaux verts, des habitudes plus propres, un métabolisme moins agressé et des choix plus intelligents. Ce n'est pas une promesse magique, ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est une direction. Et en santé, la direction change énormément de choses. Parce qu'au fond, l'objectif n'est pas seulement de vivre longtemps. L'objectif, c'est de donner à son corps les meilleures chances possibles de bien traverser les années. Pas en cherchant la perfection, mais en arrêtant de banaliser ce qui l'abîme. En résumé, protéger sa longévité ne consiste pas seulement à chercher un aliment miracle ou un complément extraordinaire. Le plus souvent, cela commence par éviter ce qui use lentement le terrain, les aliments moisis ou mal stockés, les coups de soleil, l'alcool, certaines viandes transformées, une alimentation pauvre en végétaux verts, ainsi que certaines expositions répétées à des contaminants dans l'eau ou dans l'alimentation. L'idée centrale, c'est que le corps ne s'affaiblit pas toujours d'un seul coup. Il s'abîme aussi à travers des agressions répétées, silencieuses, banalisées, qui finissent par peser sur l'immunité et le métabolisme au fil des années. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clairement ce qu'il faut absolument éviter pour mieux protéger ta santé sur le long terme, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la longévité, la nutrition et la prévention. Écris en commentaire « Je protège ma santé dès aujourd'hui » et partage cette vidéo avec une personne qui veut vivre plus longtemps mais qui ne sait pas encore que certains choix quotidiens peuvent faire une vraie différence.